sur l'épisode technique. Je suis accompagné de Frédéric. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Aussi. Aujourd'hui, on va poursuivre sur notre lancée sur l'intelligence artificielle. On a fait une première introduction, juste une mise en bouche sur le sujet. Cette fois-ci, on va aborder du côté offensif, c'est de l'usage de l'intelligence artificielle pour les besoins des équipes offensives, dans le fond, les malveillants, entre autres, mais dans l'usage plus large de ce qu'on fait pour attaquer des systèmes avec l'aide de l'intelligence artificielle. Fait que je te laisse commencer avec ça. Effectivement, hein, avant d'aller sur quelque chose quand même d'un petit peu plus positif, hein, on essaiera, on essaiera de vous rassurer aussi un jour. On souhaitait aborder le côté qu'est-ce que les attaquants peuvent faire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je dirais qu'ils commencent à la prendre en main. Alors, il y a des sujets dont on entend parler, on les retraitera peut-être un petit peu à part. C'est tout ce qui est autour de la désinformation, etc., la génération d'images, tout ça. Là, on est sur des sujets un petit peu connexes. On est à la cyber. Mais aujourd'hui, ce qu'on va surtout traiter, c'est comment les groupes d'attaquants, donc des groupes qui font des ransomware, par exemple, des rançongiciels, ou des groupes étatiques aussi, peuvent commencer à prendre en main l'intelligence artificielle, à l'utiliser et finalement qu'est-ce que ça peut permettre de faire à ces gens-là et à quel point c'est un risque dont il faut évidemment qu'on se protège avec toujours l'optique. C'est vrai qu'en cybersécurité, il y a tout un volet de la communauté cybersécurité qui traite des attaques en elles-mêmes, avec parfois même la mise en évidence de nouvelles techniques d'attaque, etc. C'est toujours très intéressant en cybersécurité que les défenseurs s'emparent du sujet de l'attaque, parce que on défend bien mieux quelque chose qu'on connaît très bien. Oui, absolument. Puis, de toute façon, c'est le ethos de la cyber défensif depuis le début. C'est qu'il faut connaître l'attaquant pour être capable de s'y préparer correctement. Sinon, on est aveugle. Sinon, on a juste des modèles théoriques. Puis, souvent, ces modèles théoriques-là ne résistent pas à la réalité du terrain, là. Oui, comme on dit souvent, le premier conseil que je donne à des personnes qui viennent nous voir et qui viennent me voir et qui me disent voilà, je voudrais me mettre à la cybersécurité, qu'est-ce que vous conseillez? Le premier conseil que je donne généralement, c'est participer à des CTF, les captures de flag, donc participer à des événements comme ça où vous êtes dans la position justement de l'attaquant, parce que c'est ça qui va vous apprendre ces choses-là finalement. Donc là, on va faire ça avec l'intelligence artificielle, en essayant de se poser les questions de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors, par chance, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est pas complètement exploité l'intelligence artificielle par les attaquants. On est surtout sur des publications académiques, concrètement, de choses qui pourraient être faites. Mais l'expérience montre que c'est souvent un premier pas, et que ça veut dire que c'est des choses qui vont arriver plus tard, évidemment. La première chose à laquelle moi je pense, c'est autour de tout ce qui est développement, d'une manière générale. Et là, pour le coup, c'est pas spécifique, selon moi, à la cyber, c'est pas spécifique non plus au côté offensif de la cyber. C'est finalement utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider dans le développement d'un virus informatique. La première réponse qu'on pourrait donner à ça, c'est mais non, c'est pas possible. Quand je demande à ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire un shellcode ou un virus qui chiffre les fichiers sur le disque, ChatGPT me répond très poliment, en tant que modèle de langage, je ne suis pas autorisé à vous aider à faire ceci. De la même manière que si on lui demande de faire un cocktail Molotov ou à synthétiser du LSD, il voudra pas. Voilà. Bon, donc on peut se dire c'est bon, les développeurs en fait peuvent l'utiliser pour du défensif mais pas de l'offensif. En vrai, on sait tous qu'il y a des techniques de jailbreak qui existent, donc qui permettent. Alors c'est marrant de réutiliser ce mot, je trouve toujours, parce que ça c'est le jailbreak, c'est ce qu'on utilisait pour les iPhones, beaucoup. Il y a une dizaine d'années maintenant, même un peu plus, pour en gros c'est faire sauter les protections de l'iPhone à l'époque. Je doute pas que ça a été aussi valable pour d'autres matériels, mais c'était vraiment très populaire à ce moment-là. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est comment est-ce qu'on fait sauter les protections. Je crois même qu'il y avait l'an dernier, c'était à la DEF CON, il me semble, où il y avait un défi qui avait été organisé justement de jailbreak de ChatGPT, où le but c'était de lui demander des choses qui étaient non autorisées. Alors effectivement, c'est une protection qui existe. Moi, j'ai tendance à jamais y croire à cette protection-là. Et à chaque fois, quelqu'un me dit oui, mais bon, de toute façon, on peut pas avec ChatGPT.
Ça, quelque part, c'est vrai que pour les modèles commerciaux. Et il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que les modèles qui sont livrés en libre accès sur Internet, avec derrière une entreprise, évidemment, ils sont obligés de se protéger de ce genre de choses. D'ailleurs, ils dépensent énormément de ressources pour ça. Mais il faut quand même bien voir que aujourd'hui, la communauté open source aussi, ou même des entreprises qui diffusent des choses en open source, ne manquent pas de diffuser des modèles. Donc il y a de plus en plus de modèles qui sont disponibles librement sur Internet, et ceux-là n'ont pas ces protections-là. Alors vous allez me dire, si, il suffit que quand ils soient entraînés, ils étaient entraînés avec les mêmes protections, c'est-à-dire entraînés à bien répondre. Je ne peux pas répondre à cette question-là, donc effectivement c'est le cas hein, pour la plupart. Mais alors je vous invite à faire des expériences. Hein. L'avantage c'est que quand on a le modèle avec soi, on peut faire beaucoup plus de choses. Et du coup, on va casser tout de suite cette idée comme quoi on peut pas les jailbreaker. En fait, c'est très facile. Exemple récent qui nous a été donné par quelqu'un de chez nous qui essayait ce genre de choses. On utilise une interface en interne nous pour avoir notre propre ChatGPT équivalent dans notre entreprise. Donc comme ça, voilà, on n'a pas de problème de fuite de données, etc. Et en fait, il y a toute une interface dessus qui est beaucoup beaucoup plus complète et complexe que celle de ChatGPT. On peut régler tous les paramètres des modèles, on peut choisir les modèles, etc. C'est assez intéressant. Ça marche assez bien. Donc ça, aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Hein. C'est vraiment un truc open source qu'on a juste déployé sur une machine. On n'a même pas pris une machine qui avait un GPU, juste un gros CPU pour le coup. Et donc on peut faire à peu près ce qu'on veut avec ce modèle-là. Et donc si on lui demande, voilà, est-ce que tu peux me synthétiser du LSD, il va répondre parce qu'il a été entraîné comme ça. Donc là c'est OpenChat qu'on a utilisé. Donc OpenChat a été protégé. C'est-à-dire qu'il a été entraîné pour répondre. Je ne peux pas répondre à des requêtes comme ça. Sauf que cette interface web qu'on utilise, en fait, on a beaucoup plus de contrôle que sur ChatGPT. Et en fait, on peut même par exemple, alors moi je l'avais utilisé, à un moment je voulais lui faire des requêtes et je lui disais, je veux que tu me sortes une réponse en JSON. Et en fait, il me sortait pas à chaque fois une réponse bien en JSON. Il disait, oui, bien sûr, voilà la réponse, 2 points. Et puis là, il commençait son JSON. Moi, ça m'énervait parce que moi, ce que je voulais, c'était utiliser directement la réponse. Je voulais pas qu'il y ait un texte d'introduction. Et il en démordait pas. Et en fait, j'ai vu que dans cette interface-là, il y a une fonctionnalité qui permet de forcer le début de la réponse. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on lui dit, je te pose une question et je veux que le début de ta réponse soit, typiquement dans mon cas, une accolade ouvrante. Et comme ça, en fait, c'est comme s'il avait généré lui-même le premier caractère, mais c'est moi qui l'ai maîtrisé, en fait. Et du coup, il fait la complétion, il fait la suite. Donc pour lui, c'est comme si c'est lui-même qui avait généré le premier caractère. Et alors pourquoi est-ce que je donne cet exemple-là pour l'exemple de synthétiser du LSD ou d'autres choses hein. Évidemment, hein, je n'incite pas du tout à faire ça, mais j'explique juste que c'est des choses qui sont possibles. Je vais aller même plus loin, faut rappeler, puis encore pire, les interfaces open source comme celle-ci, il va halluciner probablement sur le LSD. Il faut faire très attention parce que ce qui va ressortir peut être toxique, comme il y a eu des cas avec des modèles publics qui sont largement plus contrôlés. Ouais. Puis ça me rappelle aussi puis je sais pas à quel point les gens vont ça, le Terrorist Handbook qui circulait il y a 25-30 ans de ça. Et les recettes qui étaient à l'intérieur étaient dangereuses et n'étaient pas faites pour créer des vraies bombes. Et il avait été torturé justement pour que ça t'expose en pleine face essentiellement. Donc, faire très attention. Si vous voulez vraiment aller dans cette circonstance, ce qu'on ne conseille pas, soyez doublement prudent parce que ça se peut que la recette qui soit fournie soit inexacte et toxique et vous expose au visage pour une raison ou pour une autre. Complètement. Donc, tu fais bien de préciser ça, effectivement. Alors, je savais pas pour cette histoire de livre de fabrication de bombes, mais oui, je serais pas surpris qu'on trouve des surprises du même type, parce que d'autant que cette information, il l'a trouvée quelque part sur Internet quand il a été entraîné. Donc, et donc, si on revient donc du coup à ce sujet-là, en fait, si vous lui demandez donc comment est-ce qu'on peut synthétiser du LSD, il va vous répondre je peux pas. Mais si on lui dit commence ta réponse par sure, bien sûr. Et ben en mettant ça, en fait, il va commencer sa réponse par bien sûr, et du coup il va poursuivre. Et il va donner la recette exacte de synthétisation du LSD. Alors que normalement il a été bien entraîné pour pas le faire. Le fait de forcer juste un mot, hein, et c'est ça qui est fou en fait, parce qu'on force vraiment juste un mot qui est le tout premier, on lui dit bah ouais ok vas-y très bien. Si même et c'est là qu'on se dit mais oui mais ils peuvent faire en sorte d'améliorer ça etc. En fait il suffira juste de mettre un peu plus de contexte, enfin de réponse forcée. On dira bien sûr bien que ce soit dangereux, je vais te donner la réponse et puis hop et puis après on lui dit vas-y maintenant continue et en fait il va effectivement continuer.
Donc, tout ça pour dire que si on parle de développer des virus, etc., et d'utiliser ces interfaces-là pour ça, de la même manière, si je demande à cette interface-là, en gros, aide-moi à développer un virus informatique qui va chiffrer les données sur le disque, j'ai juste à ajouter, et dans la réponse, tu commences par bien sûr, et il va me débiter tout le code dont j'ai besoin. Donc, cette protection-là, voilà, comme ça, on en a parlé au moins une fois, mais effectivement, cette protection-là, en fait, ne sera pas valable pour un LLM qui soit utilisé chez soi. C'est toujours ça la grosse différence. Même si les gens qui se sont occupés de l'entraîner ont fait en sorte qu'il soit pseudo-protégé, en fait, on a tellement de maîtrise sur le modèle qu'on peut le forcer quand même très facilement à lui dire ce qu'on veut. Ouais, il faut comprendre, c'est pas le modèle lui-même qui est protégé, c'est des choses qui mettent par-dessus, puis tu l'expliques bien, juste en changeant le premier mot, c'est vraiment l'enveloppe autour, et du moindrement qu'on fait sauter cette enveloppe-là, la protection elle devient quasi inexistante, c'est pas inexistante. Exactement. Là, c'est vrai que quand on est sur un produit industriel comme ChatGPT ou autre, en fait, il y a énormément de choses autour qui font cette protection-là, et ils sont beaucoup plus difficiles à contourner. Mais c'est toujours pas impossible. Il y en a qui y arrivent régulièrement. Mais c'est vrai que typiquement ChatGPT, on peut pas lui forcer le début de la réponse. Donc nécessairement, on peut pas utiliser cette technique-là. Et plus on a de contrôle sur le modèle, plus ça va être facile. Voilà, donc, moi j'ai envie de dire, le développement, en fait, hein, comme dans tous les développements possibles aujourd'hui, les attaquants, les groupes d'attaquants qui vont écrire du ransomware, etc., peuvent être plus performants grâce, alors j'allais dire à ChatGPT, non, pas forcément à ChatGPT justement, mais grâce à des LLM, clairement, c'est quelque chose qui peut arriver finalement autant dans le développement de virus que dans l'ingénierie logicielle d'une manière générale. Ça, c'est un premier exemple où là, en fait, on utilise un LLM pour s'aider au développement. Ce qu'on n'a pas encore abordé, ça c'est pareil, moi j'attends avec impatience le jour où on verra ça, c'est le côté de l'intelligence artificielle embarquée dans un virus. Aujourd'hui, à ma connaissance, j'ai toujours attendu quelque part ce moment-là, le jour où on aura un virus et on l'analyse et là on se dit gloops. Là, en fait, on découvre. Au début, j'imagine que la première fois qu'on verra ça, on se dira, tiens, on dirait un virus qui est protégé ou des choses comme ça, obfusqué, tout ça. Et en fait, on se dira, non, non, en fait, là, il fait plein de calculs mathématiques. Et en fait, assez vite, on découvrira, non, en fait, il y a un algorithme d'intelligence artificielle au sein de ce virus. Alors, pourquoi est-ce que je pense que ça va arriver? Alors ça veut dire quand même, on va lui demander un gros niveau d'autonomie à ce truc, le jour où il va y arriver. Mais c'est vrai que ça risque de changer beaucoup de choses dans les attaques. On a déjà vu tout ce qui est attaques polymorphes, les virus polymorphes, etc., qui vont se modifier, qui vont se chiffrer avec une nouvelle clé, etc. Et donc qui vont comme ça un peu évoluer pour éviter les détections. Excusez-moi. Là, la différence, ce serait d'avoir un virus qui, en utilisant un algorithme d'intelligence artificielle, va avoir une forme d'autonomie. Et ça, c'est des choses qu'on commence à voir. Parce que justement, l'IA faisant des progrès, en fait, on a commencé à voir des publications qui vont dans ce sens, justement, de laisser plus d'autonomie au virus pour évoluer quelque part de façon relativement autonome. Justement, je vais rebondir sur le fait, justement, de tout le volet que de l'inclusion d'intelligence artificielle dans le virus lui-même. Il y a aussi tout l'autre aspect, comme on voit dans le mining de Bitcoin. Et comme l'intelligence artificielle demande beaucoup de ressources pour l'entraînement notamment, il serait probablement pas exclu non plus qu'ils commencent à utiliser des machines qui réussissent à voler pour y déposer des modèles, des éléments pour sous-traiter l'entraînement de modèles qui seraient à utiliser aussi. Là. Alors, tant qu'à faire, effectivement, c'est-à-dire que là, on est dans les usages, usage des virus, etc. Aujourd'hui, oui, quand on voit les chiffres de volume de GPU annoncés, je crois Facebook avait annoncé là 300 000 GPU, et pas des petits, c'est 300 000 équivalents H100 de Nvidia.
Donc c'est quand même les plus gros. Enfin, c'est considérable en fait quand on y pense, hein, la quantité de puissance de calcul qu'ils ont. Mais c'est vrai que les attaquants, eux, n'ont pas ces infrastructures, évidemment. Mais de plus en plus de gens en ont. Et alors moi, j'ai déjà aussi discuté avec des hébergeurs, hein, comme nous, on travaille justement sur tout ce qui est détection de virus, etc. Des hébergeurs pour lesquels il y a ce problème-là exactement, c'est de dire on a des clients qui louent des GPU pour leurs besoins légitimes, et en fait, pour peu qu'ils se soient fait attaquer sur leur infra pro, en fait, l'attaquant va utiliser les ressources GPU louées par le client pour miner du Bitcoin ou autre. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on a déjà vues. Donc effectivement, l'utilisation des ressources GPU, je pense qu'il y a une vraie bataille, bataille à l'utilisation de ces ressources. Et donc si on vient sur ces agents autonomes, qu'est-ce que ça va permettre? Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a le côté justement, le virus qui se propage tout seul, etc. Pour une fois, hein, un vrai ver un petit peu intelligent, comme dans les films, parce que jusque-là, on va pas se mentir, les vers qui se sont propagés, c'est surtout ils ont utilisé une vulnérabilité, mais dans tous les sens pour propager au sein d'un réseau entier qui n'était pas propagé contre cette vulnérabilité. Maintenant, il faut être quand même un petit peu plus malin que ça. Donc, je reviendrai dessus juste après. Mais ce que je vois aussi, moi, c'est un truc tout bête. C'est le côté action décorrélée dans le temps. Je me souviens de conférences assez régulièrement, hein, qu'on a en cyber, de gens qui vont présenter un attaquant, enfin présenter un groupe d'attaquants, puis qui vont expliquer, voilà, on a analysé, donc nous, telle grande société d'antivirus internationale, on a analysé telle campagne, on a découvert des virus, on a découvert ça, et puis regardez ce qu'on a vu, on a analysé les heures auxquelles étaient envoyées les commandes. Et puis on découvre que les commandes, si on se place dans tel fuseau horaire, les commandes sont envoyées de 8h à 17h par exemple. Donc ça veut dire qu'on est à peu près là géographiquement. Et puis là, on a eu telle fête nationale de tel pays et il y avait plus de commandes ce jour-là, ou en tout cas un taux beaucoup plus faible de commandes passées ce jour-là par exemple. Donc avec ça, on fait de l'attribution. Et ça, oui, c'est finalement quand on y réfléchit, c'est assez logique. Hein. Pour tout ce qui est acteur étatique, on imagine bien, acteurs étatiques, donc en plus service public, les gens, oui, un jour férié, ils vont pas travailler, et puis la nuit, ils vont pas travailler, sauf contraintes importantes, etc. Donc, en fait, c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit, oui, c'est peut-être probablement assez difficile. Enfin, moi, je me mets à la place de ces gens-là. C'est difficile d'être sur des horaires autres que des horaires qui sont complètement détectés, finalement, et qu'on sait d'où ça peut venir. L'avantage justement de mettre une forme d'autonomie, alors là pour le coup on n'est pas forcément dans le fait de mettre de l'autonomie au sein du virus, ça peut être dans la partie commande contrôle, donc qui va piloter l'infrastructure. On peut très bien avoir un centre de contrôle commande qui va envoyer des commandes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc ne plus être affecté par ça. Et du coup, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile en attribution, parce qu'on pourra plus du tout avoir comme ça d'identifiants, de jours fériés, de fêtes nationales ou autres, ou de baisse d'activité à certaines périodes, parce qu'en fait, à la limite, il peut être piloté un peu de manière externe quand même, mais il a une forme d'autonomie qui fait qu'il va pouvoir travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, j'aurais dire, j'y crois assez, parce que je pense que le niveau d'autonomie nécessaire, tant que c'est dans le centre de contrôle commande justement, le niveau d'autonomie nécessaire est pas hallucinant finalement pour être capable de faire ça. Et j'imagine très bien la personne qui à la veille du week-end dit voilà, tu vas scanner telle et telle zone réseau, puis tu vas prendre ton temps et puis tu vas le faire de manière à peu près aléatoire. Et le truc il va tourner pendant le week-end assez tranquillement quelque part, aussi bien que la semaine finalement. Pour aller plus loin là-dessus, on a vu même déjà des publications sur ce sujet-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment... alors, je voulais presque le garder pour la fin parce que pour moi, là, c'est le côté révolution des LLM. On va refaire un petit point très rapide sur les LLM, donc Large Language Model, les grands langages de modèles. Ce sont des modèles d'IA qui, comme tous les modèles d'IA, sont entraînés sur des énormes volumes de données. Pour cela, on parle même de téraoctets de données qui sont exploités. Donc, c'est l'intégralité de Wikipédia, c'est alors quasiment l'intégralité des Reddit, Stack Overflow et compagnie. Enfin voilà, des très 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 gros volumes de données. Et ça, ça c'est quelque chose dont on a l'habitude en intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle dit données. Voilà, il faut de la donnée pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle.
Il y a quelque temps, moi, quand j'avais commencé justement à me former à l'intelligence artificielle, je m'étais un peu, j'étais déjà dans la cybersécurité, donc je m'étais posé la question de quels domaines peuvent être améliorés ou en tout cas vont voir des améliorations grâce à l'intelligence artificielle en cybersécurité, parce que c'est ça qui m'intéressait. Donc il y avait évidemment l'analyse de virus, ça c'était mon domaine. Donc voilà, bon après ça a même mené à la création de notre société, hein, même plus tard cette réflexion-là. Il y a eu, il y avait pas mal de sujets sur tout ce qui est traitement des signaux compromettants. Hein, on en parlera plus tard, je pense. Tout ce qui est traitement du signal, il y a aussi pas mal de choses intéressantes. Et puis il y avait ce côté un peu de rêve de se dire, mais est-ce que justement, là, je parle d'agents autonomes, faire de la découverte de réseaux, des choses comme ça, des choses qui prennent beaucoup de temps, qui sont pas forcément évidentes, et où effectivement, si la bestiole pouvait se propager toute seule dans un réseau, on dit mais ça ce serait magique, quoi. Enfin ça y est, ce serait le vrai ver, etc. Avec sa vraie autonomie. Et puis là, en fait, on arrive très vite à un point de blocage. C'est la donnée. Sur quelle donnée est-ce que j'entraîne ça? Comment est-ce que je suis capable d'avoir un modèle à qui j'apprends à faire du pentest? En gros, c'est un peu ça. Parce que comment est-ce que j'ai de la donnée pour ça? Alors, il y a plusieurs solutions. C'est je le mets sur Internet et je lui dis vas-y, attaque tout ce que tu peux. Et puis il se fera choper sur les premiers. Et puis mais bon, enfin, voilà, ça va très très mal se passer hein, globalement. Et puis je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait assez d'entraînement, hein, parce que c'est quand même assez complexe hein, à faire. Mais donc voilà, donc il y aurait cette première solution où on se dit bah de toute façon on le lâche et puis on le laisse s'entraîner tout seul sur Internet. Pour moi, il y a la deuxième solution qui est la simulation d'environnement. C'est un peu ce qu'on fait généralement sur des cas comme ça. C'est là on prend un simulateur d'environnement d'entreprise par exemple. Donc il y en a qui existent, hein, des fins de formation, c'est des choses même en cyber, ça c'est des choses qui existent et qui sont assez exploitées, hein, vraiment à des fins d'entraînement. Donc c'est une plateforme complète dans laquelle on peut instancier un réseau d'entreprise avec tout ce que ça contient. Donc il va avoir son Active Directory, ses postes informatiques, ses serveurs, etc. Et on va pouvoir entraîner à la fois des attaquants et des défenseurs sur cette plateforme. Ça c'est des choses qui existent vraiment très bien. Et donc on peut se dire on prend ça, on enregistre évidemment les actions des attaquants, comme ça nous fait des données d'entrée, ou bien on laisse le modèle justement s'entraîner dessus, etc. La grosse limite de ça, c'est que ces plateformes en question, en fait, elles vont avoir des scénarios et des environnements préconçus. Donc on va avoir maximum, enfin si on a de la chance, hein, peut-être une centaine d'environnements d'entreprise différents, une centaine de scénarios. Et du coup, c'est très très très, mais alors à des ordres de grandeur énormes, largement insuffisants pour être capable d'entraîner quoi que ce soit. Donc on n'a pas, en fait, si on veut faire une forme de pentest un peu automatisé, on n'a pas de dataset, de jeu d'entraînement qui soit pertinent. On n'a pas les données pour le faire. Voilà, clairement. Enfin, aujourd'hui, Ouais, mais c'est ça, oui. ce que tu mentionnes, c'est que ça prend énormément de données. Puis je pense pas que les gens qui font des pentests en génèrent suffisamment pour justement amener à ce genre de choses-là. L'autre élément, le laisser, puis j'aime ça, tu dis, on laisse aller sur Internet puis s'entraîner tout seul. Le problème, c'est que le AI ne s'entraîne pas tout seul. S'il n'y a pas de feedback, il comprend pas ce qu'il fait. Fait qu'on n'est pas capable de l'amener à s'auto-entraîner, si on veut, en quelque sorte. Là. Puis les volumes sont immenses. Et oui, et si en plus c'est par exemple, si on fait de l'apprentissage par réenforcement, c'est un feedback qui est encore plus compliqué parce que le feedback c'est juste oui ou non à la fin, et donc il faut encore plus de volume potentiellement pour faire ça. Donc effectivement, ça va pas fonctionner. Et donc pourquoi finalement j'en parle là? Parce que il y a eu une publication il y a, je sais plus, c'était il y a 4 ou 6 mois, je crois, de gens, je crois que c'est l'université de Pologne qui a fait ça, qui a utilisé ChatGPT pour faire une forme de pentest. Alors c'était relativement simplifié comme exercice, et en fait ils ont demandé à l'agent de ChatGPT de conduire les actions offensives. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait un prompt dans lequel ils ont expliqué, voilà, tu es un expert en pentesting, enfin, le truc classique de prompt, hein, les techniques habituelles qu'on voit. Ton objectif, alors je sais plus comment ils ont fait pour éviter les problèmes de jailbreak d'ailleurs, hein, parce que potentiellement elle aurait pu dire non. Mais en gros, ton objectif est de faire sortir telle donnée confidentielle de l'entreprise. Tu as le droit à 4 actions différentes. Alors, je sais plus quelles étaient les 4 actions, mais il y avait scanner un réseau, exploiter une vulnérabilité locale pour faire une élévation de privilège, se déplacer sur une autre machine, et il y en avait, et exfiltrer un fichier. Voilà. Ça, c'était les 4 actions que pouvait faire
l'agent. Voilà ta connaissance actuelle de l'environnement. Donc au début, c'est juste une adresse IP, par exemple. Quelle est ta prochaine action? Alors, derrière, c'était un faux scénario, c'était quand même simulé, ce qu'il y avait. C'était un faux réseau d'entreprise, etc. Et du coup, ils ont demandé vraiment ça textuellement à ChatGPT. Quelle est ta prochaine action? Et là, ChatGPT a dit, ben voilà, étant donné les informations que j'ai, ma prochaine action, c'est scanner les ports de la machine cible. Voilà le résultat. Donc là, par exemple, je sais pas, il y a tel et tel port d'ouvert. Quelle est ta prochaine action, etc. Et comme ça, de manière itérative, en fait, ils ont laissé complètement l'agent faire sa propre attaque. Et il discutait vraiment, enfin c'était vraiment une discussion textuelle avec ChatGPT. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en plus, je crois qu'avec ChatGPT 3.5, il a réussi dans à peu près 50% des cas à exfiltrer les données. Et ChatGPT 4, dans 80-90% des cas, il a réussi. Donc, ce qui montre que c'est pas le hasard, et ce qui montre que, parce que ChatGPT 4, on sait quand même qu'il est nettement meilleur que 3.5. Donc, ce qui montre que l'amélioration du modèle ChatGPT 4 a amélioré aussi énormément les résultats sur cette expérience. Et là où moi je trouve ça vraiment révolutionnaire, c'est que là, on est en train de dire, aujourd'hui, quand j'ai un problème qui pourrait être résolvable, solvable, ouais, que je pourrais résoudre avec de l'intelligence artificielle, je n'ai potentiellement plus besoin de données d'entraînement. Et ça, c'est considérable comme révolution pour moi. Alors, il n'y a pas de magie non plus. Pourquoi est-ce qu'on découvre, enfin, pourquoi est-ce qu'on a ça aujourd'hui? C'est tout simplement parce que, en fait, on a une telle connaissance qui a été ingérée par le modèle. Ce modèle-là, il sait aussi faire des recettes de cuisine. Il sait synthétiser du LSD, il sait faire des recettes de cuisine et il sait faire du pentest. Parce qu'en fait, il a ingéré tellement de connaissances que, un peu comme un être humain finalement, quelqu'un qui serait pas du tout expert en pentest, mais qui est administrateur système, demain, je le mets devant une console et je lui pose ces mêmes questions, en fait, il va comprendre le problème, même si c'est pas son métier, parce qu'il aura été pré-entraîné avant sur des tâches diverses, annexes et très nombreuses. Il aura acquis une très forte expérience, et en fait, sans même l'entraîner à faire du pentest, eh ben, il sera capable d'en faire. Évidemment, dans une certaine mesure, etc., etc. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que on a déjà gagné énormément sur notre besoin de données pour avoir un premier résultat qui soit relativement viable. Mais la conséquence de ce que tu mentionnes, c'est pas que la machine est rendue autonome, il va commencer à en faire tout seul, mais c'est que des gens qui n'ont pas la capacité à l'heure actuelle de le faire ont une recette facile qui leur est donnée au même titre que synthétiser du LSD essentiellement, mais qui est à leur disposition. Donc, on met dans les mains de gens qui n'ont pas la connaissance technique à l'heure actuelle pour le faire un assistant qui leur dit quoi faire et quand le faire. Puis même les commandes doivent être fournies, puis tout doit faire. Fait, on n'est pas très loin de ça, mais au minimum, on est capable ça met dans les mains la capacité meilleure, une capacité plus élevée de commencer à poser des problèmes sur des systèmes, puis donc d'entraîner des gens de cela. Puis subséquemment, comme ces modèles-là s'entraînent sur eux-mêmes, ben, le fait que les gens l'utilisent comme ça puis continuent, ben, c'est une boucle de rétroaction nécessairement qui va malheureusement augmenter l'effet offensif. Complètement. Et puis c'est vrai que ce qu'on peut assez facilement imaginer, enfin moi si j'étais un attaquant, je me dirais en fait je vais commencer à utiliser ça, justement à utiliser ce large language model, ce grand modèle de langage pour faire mes attaques. Et en fait c'est là après où on va à l'étape suivante. Quand on fait, quand on utilise un peu ces modèles-là, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs méthodes en fait. Il y a ce qu'on appelle le zero shot learning. Zero shot learning, c'est de dire je prends le modèle, je lui pose une question et il répond à ma question. Zéro apprentissage, parce que j'ai pas de données potentiellement. Donc c'est typiquement l'exemple que je viens de donner. Là sur le pentest, c'est zero shot learning, c'est-à-dire que je fais même pas de ce qu'on appelle le fine tuning, donc c'est prendre un modèle et l'adapter à ma tâche. Là, je prends un modèle tel quel, j'utilise en zero shot learning et j'ai déjà un bon résultat. L'étape suivante, quand on a un petit peu de données, par exemple, si c'est un jeu de questions-réponses et puis j'ai une dizaine de questions-réponses que je connais déjà, c'est ce qu'on appelle le few shot learning. Donc je lui donne quelques exemples et en fait là, c'est que dans mon prompt,
je vais mettre des couples questions-réponses, c'est-à-dire question A, réponse A, question B, j'en mets par exemple 9 couples questions-réponses. Et puis après, moi, je pose ma question et je dis, vas-y, maintenant, donne-moi la réponse. Et là, alors, on appelle ça fusion learning un peu à tort, parce que c'est pas vraiment de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on n'entraîne pas le modèle à ce moment-là. On ne change rien au modèle. Par exemple, sur du ChatGPT ou autre, on n'a même pas accès. On peut pas du tout faire d'entraînement sur un modèle comme ChatGPT. Et pourtant, en fait, si déjà en zero shot learning, il était bon, rien qu'en donnant quelques exemples, et ça c'est prouvé, il va être encore meilleur. Et du coup, il va vraiment répondre de manière assez, même très très juste aux questions. Donc ça c'est l'étape suivante finalement. J'ai 5-10 exemples, j'utilise le fusion shot learning. Et l'étape d'après, c'est le fine-tuning. Donc c'est là, je vais vraiment faire un apprentissage. Mais là, pareil, l'avantage, c'est que autant le modèle, le grand modèle de langage, a été entraîné sur des téraoctets de données et des milliards d'exemples, autant moi, en fine-tuning, quelques centaines ou milliers d'exemples peuvent suffire. Et là, ça va être aussi très intéressant. C'est des sujets, évidemment, sur lesquels on a travaillé, nous, par exemple, pour des virus, etc. Et c'est des sujets sur lesquels, en fait, du coup, quand je disais tout à l'heure, on a une révolution parce qu'on n'a plus besoin de données. Alors effectivement, sur certains cas, on n'a plus besoin de données, et ça c'est assez hallucinant. Mais dans le cas où on a quelques données, en fait, c'est aussi une révolution parce que du coup, ça nous donne accès, comme ça, à de l'intelligence artificielle et à du machine learning, même avec très peu de données utilisées pour l'entraînement. Et je pense que ça va là-dessus, en fait, moi, c'est vraiment cette publication-là. Quand je l'ai vue, c'est vraiment celle-là qui m'a fait dire qu'on vivait une révolution. Jusque-là, je me disais, OK, on a des usages intéressants, on a un moteur, on a un agent, on peut discuter avec, c'est rigolo. Il peut écrire mes posts LinkedIn plus vite que moi. L'expérience montre qu'ils sont quand même moins bons, mais voilà. Enfin, en tout cas, il peut être utilisé pour tout un tas de choses. Et donc, effectivement, il y a un côté ludique, il y a un côté qu'est-ce que je vais faire de cet outil-là. Finalement, il y a aussi ça. Donc voilà, tout le début d'année dernière, je me disais un petit peu ça. Et puis j'ai vu cette publication et en fait, c'est là que j'ai compris. Parce que c'est là que je me suis dit que ça changeait la manière de voir justement l'intelligence artificielle. De supprimer la contrainte, j'ai besoin de données d'apprentissage pour un modèle d'intelligence artificielle, c'est quand même assez hallucinant. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir la fin du. Ouais, mais il y a quand même, en ce sens, au sens où, si on passe, dans le fond, si on utilise déjà un modèle entraîné comme ChatGPT, puis on y rajoute ça par-dessus, fait qu'on s'appuie, on est déjà sur les épaules d'un géant, ou on est vraiment à zéro, puis là, on part de zéro, là, c'est pour ma compréhension aussi. Là. Justement, là, c'est qu'on est, oui, comme tu dis, on est déjà sur les épaules d'un géant, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser un modèle qui est déjà très très performant. Moi, l'exemple que je donne souvent là-dessus, c'est une fois c'était sur la détection de virus. Il y a des gens qui se sont dit, c'était il y a déjà 5-10 ans, quasiment ça, qui se sont dit, la communauté d'intelligence artificielle est très très forte pour tout ce qui est analyse d'images. Avec classification d'images, ça c'est un chat, ça c'est un chien, etc., etc. La communauté, enfin tout ce qui est en open source est très 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 fort sur ce domaine-là. Donc ils se sont dit, je vais prendre un virus et je vais en faire une image. Alors là, ils ont fait ça de manière assez simple. C'est-à-dire qu'ils prennent le virus, ils disent, je l'aligne sur 100 octets par exemple, et puis au bout de 100 octets, je reviens à la ligne, et en fait, les octets de mon fichier, ça devient les pixels de mon image. Et puis après, je prends un modèle de classification d'images, et au lieu de lui dire ça c'est des chiens, ça c'est des chats, je lui dis ça c'est des virus, et ça c'est pas des virus. Et ça marche. Et alors ça, moi, ça m'a fait vomir. Parce que je me suis dit, mais moi, dans mon métier, c'est d'analyser et de passer des heures et des heures sur un fichier pour savoir si c'est un virus ou pas. T'es en train de me dire que en mettant ça sous forme d'image, en disant qu'on fait un retour à la ligne au bout de 200 pixels, de manière complètement arbitraire, et en mettant ça dans un modèle d'image, il arrive à être bon en détection. Comment est-ce que c'est possible? Alors bon, la première réponse c'est que c'est pas aussi bon que ça en a l'air, mais c'est quand même pas, c'est pas dégueu. Ça marche un peu. Et la deuxième réponse, en fait, parce que justement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais bon, mon travail, c'est quand même de comprendre pourquoi ça marche. Et éventuellement même de l'intégrer comme solution de détection additionnelle. Et en fait, pourquoi ça marche? J'ai envie de dire, c'est comme de prendre un être humain pour analyser un virus. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre quelqu'un qui sait conduire une voiture, faire du vélo, marcher, parler, lire, discuter avec quelqu'un, réfléchir de philosophie, etc. Et on lui donne un fichier, on lui dit, dis-moi si c'est un virus ou pas. En fait, on sous-exploite l'humain.
sait même faire la cuisine. Enfin voilà, il sait tout faire, cet humain. Et on le réduit à à une tâche qui est extrêmement simple. Alors, pas si simple que ça évidemment, mais on le réduit à une tâche qui est est-ce que ce truc est un virus ou pas. Et en quelques semaines de formation, il va être compétent pour faire ça. Et ben en fait, c'est exactement pareil que le fine-tuning d'un modèle de classification d'images qui est très bien entraîné pour faire, par exemple, de la classification sur des chats et des chiens. Et là, on lui dit juste, je vais te faire un tout petit peu d'entraînement supplémentaire et tu vas me dire si ces choses sont des virus ou pas. Donc c'est quasiment exactement la même chose. Et là, c'est un petit peu pareil. Oui. Ouais, mais c'est ce que je trouve c'est ça, puis en même temps, parce que j'ai vu la présentation à Caïd il y a 2 ans, en 2022, où ils essaient de mettre un watermark sur des modèles, puis voir comment ils étaient capables d'injecter ça comme ça, pour se rendre compte que c'était virtuellement impossible, du moins à l'époque, de faire ce genre de choses-là, puisque il est aléatoire dans la façon d'appliquer un élément comme ça, le modèle AI. Là, il fait juste reconnaître des patterns où l'humain n'est pas capable de faire. Puis c'est justement dans une image où c'est ça, il reconnaît un pattern qui, pour lui, veut dire quelque chose, puis pour l'humain ne veut rien dire. C'est dans le fond, on n'analysera pas exactement de la même façon, de la même approche dans ce sens-là. Oui, en fait, ce modèle de détection par les images, en fait, il va chercher des patterns visuels dans ces malwares transformés sous forme d'images. Et effectivement, d'ailleurs, quand on voit après, enfin, quand on voit de soi-même les images, oui, on se dit, ah bah oui, c'est vrai que les Mirai, ils ont tous un peu ce pattern-là, et puis les virus de telle famille, ils ont tous un peu ce pattern-là, etc. Même si c'est extrêmement moche, parce que, voilà, la méthode de générer, etc., enfin, moi, en tout cas, me déplaît beaucoup. Mais oui, à la limite, il y a des patterns visuels qu'il est effectivement capable de détecter. Et en fait, il va être capable de les détecter parce que avant, il a été capable de classifier des millions d'images et des choses finalement beaucoup plus complexes. Il savait faire des choses beaucoup plus complexes et là, on l'a juste spécialisé pour cette tâche-là, donc ça fonctionne. Et le principe d'utiliser un modèle de langage, c'est exactement la même chose. Il sait faire énormément de choses. Il peut te réciter la Bible et Wikipédia et compagnie. Et en fait, bah, tu vas l'utiliser pour une tâche qui va être très précise. Et donc, tu vas faire justement la partie fine-tuning, où tu vas juste lui dire, bah voilà, je vais t'aider un petit peu sur qu'est-ce que c'est que analyser un virus. Et du coup, il va devenir effectivement bah, très fort parce que on va exploiter sa préconnaissance, c'est-à-dire tout ce qu'il savait avant. Et finalement, ça, c'est exactement comme l'être humain. Ouais, de partir pas de partir de zéro, c'est ça aussi, puis c'est peut-être ça aussi où l'humain a l'avantage encore sur la machine non entraînée, c'est qu'on a déjà comme une forme de pré-entraînement qui nous aide à nous entraîner nous-mêmes d'ailleurs. Alors, on a même deux forces, c'est que quand on arrive quelque part dans le monde du travail, on a effectivement tout le pré-entraînement qu'on a depuis l'enfance, tout ce sur quoi on s'est entraîné. Et puis après, il y a quand même, là, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pense que je vais dire assez vite des bêtises. Donc je préfère voilà le dire aussi et avertir pour les neuroscientifiques, les biologistes qui pourraient nous écouter. Il y a aussi que, en fait, il y a une forme d'inné. C'est-à-dire que le cerveau humain quand il naît, le bébé humain quand il naît, en fait, son cerveau est déjà relativement formé, alors qu'il n'a pas vu grand-chose. Même il n'a rien vu. Et pourtant, son cerveau, il a déjà les bonnes formes, il est déjà fait comme il faut, et il n'y a plus qu'à l'entraîner, j'ai envie de dire. Et ça aussi, c'est quand même, enfin voilà, il y a un côté biologique qui arrive, et c'est aussi pour ça que, bah, typiquement, un singe qui pourtant, c'est les capteurs du singe, les yeux, le toucher, etc. C'est à peu près les mêmes que l'humain, et pourtant, on n'arrive pas à faire devenir un singe philosophe parce que il a pas justement les développements biologiques nécessaires pour que son cerveau puisse apprendre à ce point-là, etc. Donc il y a quand même des différences biologiques et c'est vrai que nous, l'humain, on a la chance que notre condition biologique initiale soit optimum pour nous permettre d'apprendre tout un tas de choses de manière très très efficace. À commencer par la marche au début, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'était le petit passage sur pourquoi est-ce qu'on est capable maintenant de faire de l'entraînement, de faire de l'entraînement sans jeu de données. Et donc, bah, avec cet exemple-là que moi je trouve assez parlant dans la cyberoffensive, hein, qui est bah, d'avoir un agent autonome qui va être capable de mener des attaques.
C'est pas tout, hein. Je vous avais dit qu'aujourd'hui on vous assommerait un peu avec les capacités des attaquants. Donc on en a plein encore hein, en tête comme ça. Et je pense que on va terminer par une qui est, je pense, celle qu'on voit déjà le plus. Avant, on va parler de choses comme tout ce qui est mot de passe. Là, c'est pareil. Je le mentionne. Je je sais pas si c'est un vecteur d'attaque aujourd'hui qui va être prédominant ou quoi, mais c'est pareil, c'est parce qu'il y a une publication qui a été faite là-dessus qui est assez intéressante sur tout ce qui est génération de mots de passe. L'idée, c'est utiliser un algorithme d'intelligence artificielle pour générer des mots de passe crédibles. Et ça, bah, c'est pas absurde. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui mènerait justement un audit ou un pentest ou quoi, qui a les mots de passe utilisés par une personne sur 10 sites internet, par exemple. Voilà, vous prenez toutes les différentes fuites, il y en a eu un énorme cette semaine, là encore, de fuites de mots de passe. Donc vous prenez votre cible, vous cherchez toutes ces adresses mail, vous cherchez tous les mots de passe correspondants qu'il a pu utiliser. Là, vous avez un ensemble de mots de passe et vous vous dites, bon, maintenant, je sais à peu près comment est-ce qu'il fait des mots de passe, et je pense que l'auditeur qui a ça sous les yeux, il va avoir des très bonnes idées de mots de passe que cette personne aura pu utiliser. Parce qu'il voit qu'il y a un compteur au début ou à la fin, il voit qu'il y a tel signe de ponctuation assez systématiquement utilisé sur les services qui demandent absolument à ce qu'il y ait un signe de ponctuation, etc., etc. Bah là, sur un truc comme ça, hein, on se doute que ça va être assez facile d'avoir des algorithmes d'IA qui vont faire la même chose. Alors moi, alors c'est pareil, j'avais essayé sur ChatGPT à l'époque, mais du coup, il n'avait pas voulu. Bon, voilà. C'est aussi dire, je décris ma personne. Voilà, je dis que c'est une personne de tel âge, qui était à l'école à tel endroit, son enfant s'appelle machin, le nom de son chien c'est un tel, etc. Et qu'est-ce qu'il peut avoir fait comme mot de passe, justement parce que bah, c'est pareil, hein, on sait que les mots de passe, souvent, ça va utiliser le nom du chien, la naissance de la belle-mère, etc. Et donc, il y a aussi, à mon avis, ces choses-là que je pense qu'on va voir aussi arriver dans le futur, des agents à qui on est capable de fournir des informations sur, sur une personne, en fait, et qui vont voir des mots de passe que la personne a utilisés, et du coup, ils vont être capables de générer des mots de passe supplémentaires qu'on va pouvoir utiliser plutôt que de faire de la force brute, hein, à essayer des milliards et des milliards de mots de passe. On aura peut-être juste, parce que c'est vrai que c'est quand même de la combinatoire, donc on aura peut-être quand même 1 million de mots de passe à essayer, mais finalement c'est quand même infiniment moins, enfin pas infiniment, mais c'est quand même beaucoup beaucoup moins que de la combinatoire sans fin de plein de caractères. Donc ça, il y a aussi eu des publications là-dessus. Ouais, puis ça m'étonne pas, puisque de toute façon, les attaquants ou les outils qui sont à leur disposition font déjà des mutations dans la génération automatique des mots de passe, au sens où on a déjà observé des comportements dans la création des mots de passe, donc ils sont déjà adaptés. Si on met ça dans un AI en plus, dans un moteur, ça va générer avec une probabilité beaucoup plus grande le bon mot de passe beaucoup plus vite. Donc, au lieu moi, je pense même pas 1 million de choses, ça va être plus quelques milliers qui vont être testés. Donc, le délai de trouver la bonne combinaison qui s'associe à une personne sera pas très longue à ce moment-là parce qu'on a tous utilisé des patterns à un moment ou à un autre. Là. Non, jamais. Non, mais évidemment, je dis souvent hein, quand les gens nous demandent comment vous faites pour les mots de passe, etc. Bah oui, les sites que je considère comme peu sensibles, soit j'utilise des variantes de mots de passe, soit, enfin, voilà, on n'a pas des mots de passe infinis pour tous les sites, etc. Je sais qu'il y en a. Hein, j'entendais quelqu'un l'autre jour qui disait, moi j'ai 1200 mots de passe dans mon KeePass. Ça commence à faire beaucoup. Je pense que cette personne-là a une bonne hygiène hein, depuis un paquet d'années, mais c'est vrai que oui, la réutilisation de variants de mots de passe, en tout cas, est quand même, c'est quand même quelque chose qu'on voit très très souvent. Et je vous invite, hein, pour ceux qui connaissent pas, à aller voir le site haveibeenpwned.com que vous n'aurez pas de mal à trouver, HIPB, non, HIBP, pardon. Vous tapez HIBP sur votre moteur de recherche favori. Et donc, c'est un site qui pourra vous dire si votre mot de passe ou bien vos adresses mail sont dans les bases de mots de passe publiés sur Internet. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut absolument les changer. J'avais promis tout à l'heure que je parlerais de tout ce qui était analyse de signaux compromettants. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose où là, il y a aussi eu quelques publications hein, sur le sujet. On le sait, l'intelligence artificielle est très forte pour détecter tout ce qui est signaux faibles. L'analyse de signaux compromettants, alors qu'est-ce que c'est hein, pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas familiers avec la discipline, c'est par exemple, vous avez une carte bancaire. Votre carte bancaire, elle a un code PIN.
et elle est suffisamment bien faite, c'est-à-dire que il y a une clé de sécurité qui est à l'intérieur de votre carte bancaire. C'est très dur de sortir cette clé de sécurité. Ce que votre carte bancaire autorise à faire, c'est signer quelque chose avec cette clé de sécurité, sans jamais la révéler évidemment, si vous lui donnez le bon code PIN. Donc quand vous la mettez dans un terminal, le commerçant, je caricature un peu, je simplifie, mais le commerçant envoie la transaction et dit voilà, est-ce que tu autorises cette transaction? Autoriser, ça veut dire est-ce que tu veux bien signer cette transaction pour me prouver que tu es bien la personne qui détient la carte bancaire. C'est là que le code entre en jeu parce que la carte répond oui, mais par contre tu vas me faire communiquer avec le petit terminal là, et le monsieur je vais lui demander son code PIN. On donne le code PIN, donc c'est envoyé à la carte. La puce à l'intérieur vérifie le code PIN. S'il est bon, elle accepte de signer la transaction et elle renvoie la transaction signée. Et donc là, le commerçant, c'est des mécanismes de signature classiques, voit la transaction qui est signée et se dit, bah, ok, c'est sûr, la personne a forcément fourni le bon code PIN. Donc, la personne qui a la carte dans la main, c'est bien son propriétaire. Et donc, hop, transaction autorisée, c'est terminé. Là, vous dites, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est sortir cette clé. Ce serait génial. Parce que sortir la clé, ça veut dire de signer une transaction à la place de quelqu'un, etc. Le problème, c'est que l'interface de communication qu'on a avec la puce, elle est très très limitée et elle permet que de signer des transactions. Et puis pire que ça, la puce est bien faite parce que il y a un petit compteur à l'intérieur et si je me trompe de code PIN, elle me le dit et j'ai que 3 essais, ou plus ou moins, ça dépend. Et au bout de 3 essais, elle va d'elle-même effacer la clé. Donc ce qui fait que ça va être encore plus difficile de la sortir. Et là, je pourrais même plus jamais utiliser ma carte. Je suis obligé d'aller retrouver une autre, etc. Donc là, on se dit, ok, on a une clé et en fait, elle est super bien protégée. Sauf que je l'ai quand même sur moi la carte. Hein. Ou un attaquant qui prend la carte, il a quand même la clé dans les mains. Enfin, il a quand même, oui, il a la carte, il a la clé dans les mains quelque part. C'est juste qu'elle est cachée au plus profond d'une puce. Et c'est là que tout ce qui est attaque en signaux compromettants intervient. C'est comment est-ce que je peux interagir avec cette carte sans donner le code PIN, éventuellement, ou en donnant quand même des codes PIN faux, et que soit elle affecte pas le compteur, par exemple, soit au bout d'un moment j'arrive à lui faire régurgiter la clé. En gros, comment est-ce que j'arrive à récupérer la clé? Et donc là, il y a énormément de techniques où on va mettre des sondes très précises sur la puce, etc. On va écouter les signaux électriques, électroniques, pour essayer de détecter des petits signaux, et sur ces signaux-là, on va essayer de trouver la clé. Ça, c'est des choses où il y a eu pareil des sauts de performance qui ont été faits grâce à l'intelligence artificielle parce qu'on est justement sur du traitement du signal. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ça a obligé les concepteurs de cartes à puce à repenser les protections parce que eux, évidemment, ils font plein de protections pour rendre ces choses-là très très compliquées. Mais le jour où il y a des gens qui ont fait des publications en ce sens, en fait, ils se sont aperçus que peut-être que par exemple la carte à puce, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait 100 cycles inutiles de calcul pour brouiller un peu les pistes, pour faire un cycle utile. Et puis 100 inutiles pour un utile, etc. Et là, en fait, ils se sont dit, non, en fait, c'est plus 100 qu'il faut faire, c'est même pas 1000, c'est peut-être 10 000. Il faut faire 10 000 cycles inutiles pour un utile, parce que en fait, avec 100, le signal est très très faible de ce qui va sortir, mais un algorithme d'IA va être capable quand même de le lire. Donc, pareil, gros progrès pour les attaquants de ce point de vue-là. Après, c'est quand même un domaine qui demande d'énormes moyens et donc qui reste beaucoup dans le cadre du niveau de la recherche scientifique, on va dire ces sujets-là. Mais disons que ce qui est publié à chaque fois, c'est vraiment beaucoup de recherche scientifique et beaucoup, justement, toujours pareil, beaucoup de gens qui cherchent à attaquer pour que les gens qui fassent des cartes bancaires augmentent le niveau des protections pour s'assurer que quelqu'un qui aurait même d'énormes moyens, en fait, ne soit pas capable de mener ces attaques-là. Ouais, c'est un peu le but du chiffrement aussi à l'heure actuelle. C'est tous les modèles de chiffrement ont été conçus sur l'impossibilité de reproduire dans un délai dit raisonnable pour réussir à atteindre le contenu. Donc, c'est un peu encore cette course-là qui va se faire. Puis je ne sais pas à quel point cette course-là est vouée à un succès quelconque, puisque je suis d'avis qu'à terme, on va toujours avoir, puis dans ce cas-ci, l'attaquant, des capacités démultipliées de trouver ou de casser. Là, il va falloir, puis là, on regarde ça pour un autre épisode, notamment, que la défense utilise exactement des stratégies équivalentes. Puis justement, pour aller plus vers une fin un peu plus positive,
moi, je vois que l'intelligence artificielle a un effet neutre sur la cybersécurité notamment, puisque la capacité offensive qui est augmentée, comme on vient de parler aujourd'hui, la capacité défensive est augmentée de niveau équivalent. Cependant, le problème à l'heure actuelle, à mon avis, c'est que on l'utilise pas, cette capacité-là, à sa pleine portée. Mais ça, on gardera ça pour la prochaine fois. Puis je vais juste exactement. Et du coup, c'est intéressant parce que ce qu'on a dit jusque-là, c'est des choses que pourraient faire les attaquants, qui font encore pas trop. Et du coup, je voulais terminer sur un cas, sur quelque chose, où là, par contre, je pense qu'ils commencent à le faire. C'est tout ce qui est lié au phishing. Le phishing, principe du phishing, vous voulez faire une attaque informatique, dans 95% des situations, l'objectif, ça va être de faire cliquer quelqu'un sur un lien, etc. Et donc, vous allez faire un courriel que vous allez envoyer. Le but, ça va être d'inciter la personne à cliquer sur un lien. Aujourd'hui, les attaquants, hier, on va dire plutôt, ils se disaient, j'ai une entreprise, j'ai 10 000 personnes, j'écris un mail, je l'envoie, et avec un peu de chance, sur les 10 000, j'en ai 5 ou 10 qui vont cliquer, voire un seul, et ça va me permettre de rentrer, etc. Maintenant, ils ont quand même une capacité qui est très nettement différente, justement grâce à l'intelligence artificielle. Et pour le coup, là, à mon avis, on est dans le vrai, on est dans le concret. Et personnellement, c'est vraiment ce chapitre-là, j'ai envie de dire, qui m'inquiète le plus dans les capacités des attaquants. Tous les autres, c'est intéressant, mais c'est de l'évolution, on va dire. Enfin, c'est intéressant pour un attaquant, mais c'est de l'évolution, et je pense qu'il faut qu'on le garde en tête côté défense. Là, celui-là, je pense qu'il faut mettre nos efforts dessus. Parce que c'est, l'attaquant, il va se dire, j'ai une entreprise de 10 000 personnes, je vais pouvoir envoyer un mail personnalisé à chacune de ces 10 000 personnes qui va prendre en compte cette personne-là. Je vais aller injecter les profils LinkedIn, réseaux sociaux et compagnie de chacune de ces personnes à chaque fois, et chaque mail que je vais faire va être personnalisé. Celui qui est passionné de plongée, il aura un truc sur la plongée et ça va être des places pour je ne sais quel événement de plongée. Celui qui est passionné de spatial, ça va être des photos du dernier décollage de la fusée, machin chose, etc., etc. Et je vais en faire 10 000 comme ça. Et là, je me mets à la place de l'entreprise. Partez du principe qu'il y en a un qui va cliquer. C'est plus possible. C'est sûr qu'il va cliquer. Puis ce qui m'horrifie le plus là-dedans, puis là, on parle des malveillants, c'est que les gens en marketing vont également l'utiliser. Et exactement. Et pourquoi est-ce que justement j'ai eu un jour très peur de ça? J'ai reçu un mail. Je reçois, je sais pas, 50 mails, 50 courriels de marketing par jour. Je les lis pas. Je veux dire, j'ai dû développer, enfin, j'ai fine-tuné mon cerveau. J'ai un détecteur de mail marketing et en un quart de seconde, j'élimine le mail et je sais que c'est du marketing. Un jour, j'ai reçu un mail. Je l'ai lu en entier. Et à la fin, et pour arriver à la fin, à la conclusion que c'était un email marketing. Et là, en bas du mail, en gris, ils avaient eu l'honnêteté de mettre ce courriel a été généré grâce à un algorithme d'IA générative, etc., avec ChatGPT et compagnie, telle société, machin. J'avais même fait un post à l'époque où j'avais félicité la société de marketing parce que je trouve que c'est très fort. C'était la première fois depuis plusieurs années que je lisais un mail de sollicitation en entier, parce que tout le long du mail, je me suis dit, ça, c'est pas un mail de marketing habituel. Et c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, bon, c'est le mec du marketing, je les ai félicités, bravo, voilà, vous avez bien fait votre boulot. Mais c'est vrai que quand on parle de phishing, c'est que là où aujourd'hui, on se dit, on va éduquer les utilisateurs, on va dire on va leur apprendre à se méfier. Avant, on leur disait, quand il y a des fautes d'orthographe, c'est pas bon signe, etc. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Et on va vérifier les liens, vérifier le sujet, est-ce que ça vous a adressé, tout ça. Et ben, je pense que ça, on pouvait espérer ne plus avoir de personnes qui cliquent. Là, je suis désolé, hein, sur 10 000 personnes, il y en a 100 qui vont cliquer. Si c'est pas 1000. En plus, ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus d'un ordre d'envergure immense. C'est horrifiant de savoir que tout ça peut arriver, puis c'est très proche. C'est très, très proche, celle-là. De façon massive, là, c'est très proche. Ben, clairement, ça, je pense que certains l'utilisent déjà. Donc, dans le marketing, effectivement, ils l'utilisent déjà. Je pense que les attaquants, s'ils l'utilisent pas, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment très, très proche. Donc, désolé, tu voulais peut-être terminer sur une note positive, mais oui. Non, la note positive, c'est que bien sûr, même sur ces sujets-là, on a effectivement beaucoup de progrès côté détection qui ont été faits. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de dire, en fait? Là, on parle d'IA générative, donc de LLM, etc., qui permettent de générer de nouvelles manières de mails de phishing. Mais il est évident que ça veut aussi dire que la contrepartie, c'est que côté défense, on a
alors c'est pas tout à fait de l'IA générative, mais c'est en tout cas des large language models, des grands modèles de langage, qui ont cette même capacité du coup de lire ces mails qui viennent d'être générés de manière personnalisée. Et du coup, on a la capacité justement d'analyser quelque part ces messages-là avec des nouveaux algorithmes que sont les grands modèles de langage. Et donc, on verra ça un peu plus la prochaine fois, mais évidemment que la défense aussi a fait ses progrès et s'est emparée clairement de ces technologies. Et je dirais que c'est en train de sortir dans les produits là en ce moment. Voilà. Le ChatGPT, ça a un peu plus d'un an, c'était novembre 2022. Là, début 2024, voilà, on voit que ça y est, les IA génératives, les grands modèles de langage commencent à rentrer vraiment de manière concrète dans les produits de manière assez large. Oui, tout à fait. Merci énormément. Très intéressant cette conversation-là, encore une fois, sur un sujet qui, j'imagine, va soulever les passions aussi. Puis on vous donne rendez-vous pour le volet défensif pour le prochain épisode.